Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en cette nouvelle vidéo qui porte sur la 27e séance, si mes souvenirs sont bons. Et je dois vous préciser qu'il s'agira de la dernière séance de cours qu'on va faire ensemble, ok? Donc je rappelle, hein, pendant toutes les vidéos qu'on a faites ensemble, ce sont des séances qui combinent à la fois le cours magistral ainsi que les TD parce que on les a justement fait sous forme d'application. Et donc chaque fois qu'on expliquait des choses, donc bien sûr, c'est toujours suivi d'applications d'exercices afin que vous puissiez mieux assimiler donc les concepts et les définitions ainsi que les formules de calcul. Donc là, avec cette dernière vidéo, la 27e, donc on va terminer hein, donc le programme qui était prévu pour ce premier semestre concernant la théorie du choix du consommateur. Mais ce n'est pas pour autant que je vais arrêter les vidéos parce que je pense que ça sera très utile pour vous de programmer ou d'élaborer des vidéos supplémentaires afin de vous aider dans votre préparation concernant les examens qui seront pour bientôt. Et donc j'avais décidé que voilà que je peux effectivement hein, donc faire une sorte de révision hein, donc générale qui va commencer depuis l'introduction jusqu'à la fin bien sûr donc sous forme je crois la meilleure des façons c'est des exercices d'accord supplémentaires si vous voulez qu'on va travailler hein, donc dans ces vidéos avec leur corrigé, détaillé, la démarche, etc. Et donc ça vous permettra effectivement donc de peut-être de compléter votre compréhension si jamais il y a des lacunes, s'il y a des ambiguïtés, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et je crois que la meilleure façon, c'est voilà, donc que ce soit sous forme d'exercice parce que c'est quand même pratique et ça vous fera une bonne préparation donc pour votre examen. Alors bon, c'est pas encore, je dirais. Tout à fait prêt parce que je vais le faire au fur et à mesure hein, donc je crois qu'il reste à peu près 2 semaines hein, donc si on compte jusqu'au 8 février s'il n'y a pas de changement de date donc là voilà la semaine hein, donc cette dernière semaine de janvier donc je pense qu'on pourrait la consacrer à cette révision j'aurais bien aimé faire le live mais le problème c'est que le live je peux pas écrire je peux pas répondre à des questions avec du calcul etc. Donc à la limite des questions sur des définitions, mais bon, je pense que ça c'est pas le plus problématique pour les étudiants. Donc le plus difficile c'est voilà comment résoudre les exercices, faire les calculs, etc. Et donc ça voilà malheureusement c'est pas possible à travers le format du live. Donc ben, il nous reste la solution alternative donc de vidéo. Donc je pense qu'on va continuer sur ce format-là. Et donc voilà, et je vais essayer au fur et à mesure d'anticiper un petit peu les questions qui pourraient se poser, ou on va dire les problématiques et les préoccupations auxquelles feront face certainement certains parmi vous. Et donc j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Et voilà donc. Avec cette vidéo, juste pour précision, parce qu'il y a certains qui se posent la question, voilà, est-ce que le cours est terminé ou pas? Donc voilà, ce sera la dernière vidéo. Pas la dernière vidéo parce que là, la dernière séance, je veux dire, donc je vais la décomposer en peut-être 2 ou 3 parties. Voilà, donc la séance 27, ce sera la dernière séance de cours magistral intégré, c'est-à-dire avec les TD. Et on verra à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de demain ou après-demain. Donc voilà, je vais essayer de commencer cette semaine de révision. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à étudier dans ce chapitre? Eh bien, la troisième, comme je vous ai expliqué au début de cette section, la dernière section. Donc, il y a 3 types d'élasticité qu'on va voir ensemble. Donc, on a vu l'élasticité revenue de la demande, qui mesure la variation ou la réaction de la demande suite aux variations du revenu. On a vu ensuite l'élasticité prix direct de la demande qui mesure la variation de la demande suite aux variations du prix. D'accord? Et maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'élasticité, toujours prix, n'est-ce pas? Mais croisée. Élasticité prix de la demande croisée. Très bien. Alors, je vais d'abord expliquer pourquoi on utilise le terme croisé. Eh bien, si vous vous rappelez, hein, donc lorsqu'on avait
travailler sur l'élasticité prix direct. D'accord? Donc, on avait mesuré quoi? La variation en pourcentage, bien sûr, de la demande d'un bien. OK? En fonction de quoi? Du prix de ce bien. D'accord? Donc, si je m'intéresse à la variation de la demande du bien X, je vais prendre le prix du bien X. Si je m'intéresse à la demande du bien Y, bah, pareil, je vais prendre le prix de ce bien Y. Maintenant, quand je parle de l'élasticité prix croisée, donc toujours bien sûr de la demande qui nous intéresse. Donc là, la différence avec la première, c'est que ici, on s'intéresse toujours à la variation en pourcentage de la demande, n'est-ce pas? En fonction de quoi? Bah, pas demande d'un bien, bien sûr, mais pas en fonction du prix de ce bien, mais le prix d'un autre bien. Et on souligne donc autre bien. Voilà, donc alors bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quel bien, donc j'ai eu l'occasion d'effleurer un petit peu le sujet dans les vidéos précédentes et on parlait réellement, effectivement, de biens soit substituables, soit complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont une relation, un lien, donc avec le bien qui m'intéresse. Donc soit il peut le remplacer, donc il est substituable, soit il doit être consommé avec ce bien, obligatoirement en même temps. Et donc là, c'est un bien complémentaire. Et donc justement, donc qu'est-ce qu'on fait? On croise, c'est-à-dire qu'on oppose en quelque sorte, on juxtapose la demande d'un bien avec le prix d'un autre bien. D'accord? Et donc, comme c'est différent, bien sûr, parce que je ne prends pas le prix du bien qui m'intéresse, bah, on parle de croisement. Donc, on croise deux variables différentes, si vous voulez, donc ou deux choses opposées. Alors, donc, l'élasticité prix croisée, d'accord? La différence avec l'élasticité prix direct, c'est que dans l'élasticité directe, l'élasticité prix directe, eh bien, donc, j'utilise le prix du bien pour mesurer la sensibilité de la demande de ce bien. En revanche, dans l'élasticité prix croisée, eh bien, donc j'utilise le prix d'un autre bien pour mesurer la sensibilité de la demande du bien qui m'intéresse. Ok? Très bien. Donc c'est pour ça que, par exemple, donc on peut écrire l'élasticité de la demande du bien X. Ok? Donc on va noter X, mais je vais la croiser pas par rapport à Px, mais par rapport à Py. Ok? Ou si vous voulez, donc j'aurai l'élasticité du bien, de la demande du bien Y, croisée avec le prix de l'autre bien, c'est-à-dire X. Et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Alors, justement, pourquoi on utilise cette élasticité? Parce que, élasticité croisée, bien sûr, parce que l'élasticité de la demande par rapport au revenu, on a compris, parce que ça nous permet de voir dans quelle mesure le consommateur il va modifier sa consommation, donc sa demande, ses achats, s'il devient soit plus riche, soit plus pauvre, ok? Soit son revenu augmente, quel est l'impact sur sa consommation? Et si son revenu baisse, quel est l'impact sur sa consommation en termes de pourcentage? Et donc, c'est intéressant parce que ça permet de voir effectivement si on donne de l'argent supplémentaire aux gens, est-ce que forcément ils vont augmenter leur consommation de certains biens? Alors, ça peut paraître une question un petit peu bizarre et inutile parce qu'on va dire oui, mais chaque fois qu'on est riche, on va consommer plus, c'est logique. Oui, mais ce n'est pas valable pour tous les biens. Donc, il y a des biens, effectivement, lorsqu'on est plus riche, on a plus d'argent dans la poche, on va en consommer plus, on acheter plus, et d'autres pas. Donc, on avait donné l'exemple, un bien normal, c'est effectivement, donc chaque fois que le revenu augmente, la demande de ces biens va augmenter. C'est ce qu'on a, enfin, c'est ce que les gens ordinaires disent, c'est normal, voilà, c'est presque banal. Mais il y a des biens qui ne sont pas normaux, qui ne respectent pas cette loi, et on les a appelés les biens inférieurs, vous vous rappelez. Et donc là, par exemple, le pain, c'est pas parce que je suis plus riche que je vais manger plus de pain. Donc ça n'a pas de sens. Vous voyez, donc c'est pas toujours vérifié.
Très bien. Deuxième élasticité, prix direct, hein, donc de la demande. On avait étudié cette élasticité parce que ça permet effectivement de voir quel est l'impact de la variation de prix sur le comportement d'achat des consommateurs. Est-ce qu'ils vont augmenter leur demande, ou est-ce qu'ils vont baisser leur demande, de combien, avec quel pourcentage, etc. Et on a vu que ça a des implications pratiques, notamment pour l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, pour augmenter son chiffre d'affaires, par exemple, est-ce qu'elle a intérêt à augmenter toujours son prix? Et on a vu que ce n'est pas le cas. Donc, il faut voir en fonction de la valeur de l'élasticité, est-ce qu'elle est supérieure à 1 ou est-ce qu'elle est inférieure à 1. Et ainsi de suite. Très bien. Donc, vous voyez, chaque élasticité, il a une utilité. Très bien. Alors maintenant, quelle est l'utilité de l'élasticité croisée? Quel est l'intérêt? À quoi ça sert, hein, pour le dire directement, d'étudier la réaction, la sensibilité de la demande d'un bien suite aux variations du prix d'un autre bien. Vous allez dire, oui, mais ça, c'est le prix d'une autre entreprise, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Au contraire, parce que quand vous êtes un producteur, un fournisseur de vêtements par exemple, eh bien vous n'êtes pas seul sur le marché, vous avez des concurrents. Et donc si vous prenez une décision, eh bien ça n'impacte pas uniquement votre entreprise, ça impacte aussi, ça a une influence sur le comportement des autres entreprises. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut tenir compte de la concurrence. Et justement pour tenir compte de la concurrence, il faut tenir du prix de leurs biens qu'ils produisent ou qu'ils offrent sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle, hein, donc, je me pose la question en tant que chef d'entreprise, d'accord, quel est l'impact du prix ou du bien de l'entreprise B, par exemple, sur la demande, c'est-à-dire sur ma propre clientèle. Alors, je dis oui, mais quel est le rapport, etc. Ben non, si tu prends, par exemple, deux biens qui sont, on va dire, substituables, ok? Donc, par exemple, moi, je vends du Coca et mon concurrent vend du Pepsi. Donc, je pose la question, donc, si je voudrais augmenter mon chiffre d'affaires, je vais dire, bon, allez, je vais augmenter le prix. Mais est-ce que c'est une bonne décision? Bien sûr, ça dépend de l'élasticité, de la sensibilité de mes clients, mais aussi, hein, donc ça dépend de la sensibilité des autres clients, de l'autre entreprise qui est concurrent, c'est-à-dire ceux qui achètent Pepsi. Donc, imaginons que j'augmente, hein, donc mon prix, d'accord, de Coca. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, peut-être que mes clients ils vont dire oui, mais c'est trop cher maintenant. Allez, on va acheter le produit des concurrents, c'est-à-dire Pepsi. Et donc, je vais perdre mes clients qui vont chez l'autre entreprise, vous voyez? Et donc là, je risque de perdre du chiffre d'affaires et même faire faillite. Vous voyez, donc, ou par exemple l'inverse, c'est-à-dire si le prix, par exemple, de Pepsi baisse, donc le concurrent décide de baisser son prix, eh bien, ça va non seulement avoir une influence sur ses clients, donc ils vont acheter plus de Pepsi peut-être, mais aussi sur mes propres clients. Peut-être ils vont dire maintenant que Pepsi est devenu moins cher que Coca, bah forcément, donc on a intérêt peut-être à acheter du Pepsi. Et donc ils vont changer. Donc ils vont aller chez le concurrent. Donc là, je vais perdre des parts de marché. Donc là, vous voyez que la décision des autres fournisseurs, qui soient concurrents par exemple, eh bien, donc ça peut m'affecter. Hein, indirectement. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut être vigilant, il faut être prudent. Et donc, le chef d'entreprise tient compte non seulement de l'élasticité prix direct de sa demande, c'est-à-dire de la sensibilité de ses clients au prix, mais aussi hein, donc de la décision, d'accord, ou le prix, décision en matière de prix, de tarification, donc des autres entreprises. Alors bien sûr, ça peut être un bien substituable, mais aussi un bien complémentaire. Par exemple, hein, donc les producteurs de voitures, ils doivent faire attention, hein, donc aux politiques de prix qui sont fixées, qui sont mises en œuvre par les distributeurs d'essence ou de carburant de manière générale. Donc s'ils décident d'augmenter le prix, non seulement ça va réduire la demande d'essence chez ces distributeurs, ces fournisseurs, mais aussi ça va toucher les producteurs de voitures. Pourquoi? Parce que la voiture elle a besoin d'essence. Et si l'essence devient trop chère, ben, ça fait un budget de façon de plus en plus élevé chaque jour pour les acheteurs potentiels, les clients potentiels qui vont acheter des voitures et donc ils vont être découragés, ils vont dire bon on va pas acheter maintenant les voitures parce que l'essence elle est très chère et donc ça va réduire votre part de marché aussi et vous allez perdre des clients. Voilà. Donc la concurrence, hein, les autres entreprises qui existent sur le marché, leurs décisions, leurs choix ben, n'affectent pas uniquement leurs propres entreprises, mais aussi hein, donc les entreprises des autres. Et donc l'entreprise, enfin l'élasticité prix de la demande croisée, ça permet d'étudier ce type de situation. Très bien. Alors, donc après cette introduction, donc l'élasticité, hein, donc je vais appeler hein, donc la demande
d'un bien, ok, on va la noter toujours D, ok. Le prix de l'autre bien. Alors, peut-être pour changer un petit peu, donc on va dire la demande d'un bien X, excusez-moi, on va la noter X, d'accord? Comme ça, vous allez voir le contraste. Parce que si je mets D, P, Y, etc., ça, voilà, c'est pas terrible. Donc, la demande du bien X, je vais prendre un bien X, ok? Comme j'ai dit, hein, par exemple Coca ou les voitures. Et le prix de l'autre bien, on va préciser les notations, Y, qui peut être soit substituable ou complémentaire, comme j'ai dit. Donc, on va le noter PY de manière générale. Et comme ça, vous voyez donc le contraste X, d'accord, la demande du bien X, mais pas avec PX, PY, le prix de l'autre bien. Alors, l'élasticité croisée, donc l'élasticité prix croisée, permet d'étudier quoi? Permet d'étudier la réaction, d'accord, la sensibilité si vous voulez, d'accord, la sensibilité ou la réaction de la demande d'un bien, ok, par rapport au prix d'un autre bien, qui peut être, comme j'ai dit, donc soit substituable, c'est-à-dire le bien Y, soit substituable, soit complémentaire, de manière générale. Parce que si il y a une indépendance entre les deux biens, donc il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre, donc là on ne peut pas utiliser le concept d'élasticité croisée. Donc il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une relation entre les deux. Très bien, donc ça permet d'étudier le degré de sensibilité, de combien va varier la demande tout simplement, est-ce qu'il va varier de façon très forte, moyenne, faible, etc. Suite aux variations du prix d'un autre bien, ok? Très bien. Donc, la sensibilité ou le degré de réaction. Ok. Alors, comme on a dit hein, précédemment pour les autres types de élasticité, donc cette élasticité croisée, toujours par rapport au prix bien sûr, donc cette élasticité prix croisée, à quoi elle correspond? Donc, elle correspond au rapport, d'accord, au rapport entre la variation, donc c'est toujours le même principe, relative, c'est-à-dire en pourcentage, la variation relative, d'accord, de la demande d'un bien, ok, et la variation, bien sûr, que c'est visible, et la variation relative, toujours en pourcentage, du prix de l'autre bien. Ok? De l'autre bien. Voilà, donc c'est un rapport de pourcentage. Pourcentage de quoi? En haut, au numérateur, la variation de la demande des biens qui m'intéressent. X par exemple. Et au dénominateur, en bas du rapport, on met la variation ou le pourcentage de variation du prix de l'autre bien, c'est-à-dire PY, si on avait choisi PX. Ok? Très bien. Alors, pour la formule de calcul, comme d'habitude, on va distinguer les deux situations, variation discrète et variation continue. Alors, variation discrète, donc là, je mets E, n'est-ce pas, pour élasticité. X, c'est la demande donc du bien X par rapport au prix de l'autre bien, donc P, Y. Et donc, c'est un rapport de variation relative de quoi? De la demande, donc delta X sur X, qui va être exprimé en pourcentage. Et puis, pareil, pour la variation relative du prix du bien Y. Ok. Alors, je rappelle, hein, donc ça, c'est initial toujours, et ça, c'est initial. Très bien. Voilà l'élasticité. Ok. Très bien. Alors, cette expression, on peut aussi la réaménager, PY, est égal aussi à delta X sur delta PY, ok, fois, bien sûr, PYI sur XI.
On peut la réécrire aussi comme ça. Hein. Donc, comment on peut réécrire aussi l'élasticité de la demande par rapport au revenu? C'est delta D sur delta R fois R sur D. Hein. Donc, pareil, aussi pour la deuxième élasticité prix direct. D'accord? Très bien. Ensuite, alors peut-être avant d'enchaîner avec les variations continues, bon, je donne un exemple, hein, donc interprétation. Imaginons que EXPY est égal, par exemple, à moins 4. Qu'est-ce que ça veut dire le chiffre moins 4? Comment je peux interpréter la valeur moins 4? Eh bien, tout simplement à partir de cette expression, donc EX par rapport à PY est égal à delta X sur X, delta PY sur PY est égal à moins 4. N'est-ce pas? Très bien. À quoi est égal delta X sur X? Est égal à moins 4, n'est-ce pas? Delta PY sur PY. Et comme on a fait pour les deux types d'élasticité précédentes, pour faire l'interprétation, on donne à la variable, donc la variable ici c'est le prix de l'autre bien, ok? On va lui donner la valeur 1. Et après, on regarde à quoi est égal delta, ou la variation relative de la fonction, c'est-à-dire la demande du bien x. Donc, si delta PY sur PY est égal à plus 1 par exemple, donc delta x sur x sera égal exactement à moins 4. Donc, quelle est l'interprétation de moins 4? Bah, c'est delta x sur x. Ça veut dire quoi? Le pourcentage de variation de la demande. Donc, si, par exemple, le prix augmente de 1%, eh bien, la demande va baisser de 4%. Si, par exemple, le prix baisse, donc je mets moins 1%, eh bien, la demande va augmenter de 4%. Autrement dit, donc le chiffre que j'ai ici, hein, donc il représente la valeur de l'élasticité de prix croisé. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente de combien va varier, donc soit augmenter, soit baisser, la demande d'un bien X lorsque le prix de l'autre bien, PY, varie de 1% tout simplement. Donc, si j'ai moins 4, donc ça veut dire que si PY augmente de 1%, la demande va baisser de moins 4. Si j'ai moins 6, eh bien, ça veut dire que la demande va baisser de 6%. Si j'ai, je sais pas moi, moins 0,5, donc la demande va baisser de moins 0,5%. Et ainsi de suite, d'accord? Très bien. Donc là, on va l'écrire. X par rapport à PY mesure, ok, de combien, d'accord, varie la demande de X, bien sûr en pourcentage, lorsque au camp P, c'est-à-dire PY, le prix de l'autre bien, varie, ok, de 1%. Voilà l'interprétation. Donc toujours le chiffre de l'élasticité prix croisé, ça donne de combien va varier la demande du bien qui m'intéresse en premier. N'est-ce pas? Très bien. Donc voilà un petit peu pour la variation, le cas de variation discrète. Très bien. Alors maintenant, donc on va passer au cas de variation continue. Ok. Alors, variation continue. Donc, je m'excuse un petit peu pour la qualité de l'écriture parce que j'écris très vite et donc finalement, voilà, donc je peux pas faire au soigner hein, donc le style. Donc, j'écris un petit peu comme les médecins, un petit peu rapidement. Mais bon, c'est comme ça. Alors, varier, j'espère quand même, hein, donc avec voilà la voix, donc vous arrivez quand même à déchiffrer ce que j'écris. Très bien. Donc, variation continue. Alors, dans le cas de variation continue, delta se transforme en dérivé. Hein, donc, vous comprenez maintenant le principe, on peut aller plus vite sur ça. Donc, l'élasticité dans ce cas-là, bien sûr. Donc, comme on a dit, hein, donc EX est égal à delta X sur delta PY fois PY sur X, n'est-ce pas? Donc, c'est la deuxième formule qu'on avait utilisée tout à l'heure. Donc, delta, ça devient la dérivée. Donc, je remplace, ça fait dérivée de X par rapport à PY, toujours fois PY sur X. Voilà la formule. Comme on avait fait dans les élasticités précédentes, la dérivée de D, la demande par rapport à R, ou la dérivée de D par rapport à PX, bien sûr. Ok? Très bien. Alors maintenant, on va voir un petit peu la relation qui existe entre l'élasticité croisée, comme on a fait pour les deux autres, et la nature des biens. Donc,
ça va nous permettre de faire une sorte de classification des biens là aussi. Très bien. Donc, l'élasticité, ok, X, P, Y, et la nature, pas des biens, mais plus exactement pour être plus précis, la nature du lien entre les biens, n'est-ce pas? Ou la relation entre les biens. Vous allez voir. Donc, parce que là, je ne vais pas dire que si je prends l'élasticité, voilà la nature du bien. Non, la nature de la relation qui existe entre les deux biens. Et si vous avez fait attention tout à l'heure, au début, hein, donc j'ai dit que on choisit pas, lorsque je dis la demande, la réaction, la sensibilité de la demande d'un bien, je vais l'étudier par rapport au prix d'un autre bien, il ne s'agit pas de n'importe quel bien. Et j'ai précisé que ça peut être soit substituable, soit complémentaire. Et c'est justement hein, donc de ça dont je parle lorsque j'évoque le mot nature de la relation. Parce que quelle est la relation entre deux biens? Voilà. Est-ce que je peux remplacer l'un par l'autre? Oui. Donc, dans ce cas-là, substituable. Je peux remplacer l'un par l'autre. Si au contraire, je dois consommer les deux en même temps, donc là, je dis que la relation, elle est de type complémentaire. Donc, les deux biens sont complémentaires. Maintenant, s'il n'y a pas d'influence, s'il n'y a pas de relation entre les deux, je dis que les deux sont indépendants. D'accord? Très bien. Alors, la nature du lien entre les deux biens, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit X et Y sont substituables, donc point d'interrogation, soit X, Y sont complémentaires. Point d'interrogation. Donc, voilà notre objectif. OK? Très bien. Alors, pour répondre à cette question, donc on va voir le signe encore, donc la réponse est fonction de quoi? Du signe de l'élasticité, c'est-à-dire X par rapport à PY. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? D'accord? Très bien. Alors, on va prendre les deux cas. Donc, le cas où c'est positif et après, ensuite, le cas négatif. Alors, on va commencer peut-être par la situation où X par rapport à PY est positif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta X sur delta PY sur PY est positif, n'est-ce pas? Très bien. Donc, ce rapport, il est positif lorsque les deux, ils ont le même signe, puisqu'il s'agit d'une variation, donc ils varient dans le même sens. Donc, X et PY, ça veut dire qu'ils varient dans le même sens. D'accord? Très bien. Alors, s'ils varient dans le même sens, bien sûr, ils vont être substituables. On va le démontrer, ok? Donc, imaginons que j'augmente le prix du bien Y. Par exemple, le prix du café. OK? Donc, si le prix du bien Y augmente, imaginons qu'il respecte la loi de la demande, le bien Y, donc sa demande, il va baisser. Donc, je vais dire Y va baisser. C'est la demande du bien Y. Donc, si le prix du café augmente, donc la demande du café va baisser. Alors, les gens qui ont l'habitude voilà, de prendre du café, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remplacer le café par autre chose. Donc, un produit qui est substituable. Imaginons que c'est X. Donc, la demande de X va augmenter. Ok? Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, le prix du café augmente, la demande du thé augmente. Vous voyez? Donc, la demande du bien X et PY varient dans le même sens. Et donc, comme le café et le thé, ce sont des biens que, voilà, que je peux remplacer l'un par l'autre, donc je dis que X et Y, ils sont substituables. Okay? De la même manière, hein, donc, imaginons que je baisse le prix du café. Donc, le café va devenir moins cher que le thé, n'est-ce pas? Donc, ça va augmenter, bien sûr, la demande donc, du café, Y. Et si ça augmente la demande du café, pas seulement les gens qui ont l'habitude de prendre du café, mais même ceux qui ont l'habitude de prendre du thé, puisqu'ils vont voir que finalement le thé est devenu plus cher, donc ils vont remplacer le thé par le café. Et donc ils vont venir aussi renforcer cette augmentation de la demande. Donc ça va se traduire par une baisse de la consommation, bien sûr, du café. Donc ils vont abandonner le café pour consommer plus de thé. Là, encore une fois, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, X et PY varient dans le même sens, baisse. OK? Et donc, ici, bien sûr, donc on peut écrire là. Donc, X et Y sont substituables.
lorsque, bien sûr, l'élasticité, comme on a dit ici, elle est positive. Vous voyez? Très bien. Maintenant, bien sûr, vous avez bien compris, hein, donc si l'élasticité est négative, donc on devrait avoir l'inverse, donc complémentaire. Donc si elle est négative, ça veut dire que delta x sur x, P ou delta PY sur PY est négatif. Donc x et PY varient forcément dans le sens inverse ou le sens opposé. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'augmente PY, n'est-ce pas? Imaginons Y c'est l'essence, d'accord? J'augmente le prix de l'essence, ça va réduire la demande de l'essence et aussi ça va réduire la demande des voitures. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Ben, PY augmente, X baisse, donc sens opposé. Il varie dans le sens opposé. En revanche, si je baisse le prix de l'essence, ça va augmenter bien sûr la demande de l'essence. Et comme l'essence est devenue moins chère, ben, les gens qui veulent acheter une voiture, ils ne vont pas hésiter à acheter des voitures à essence. Et donc, ils vont augmenter la demande des voitures. Pareil, vous voyez, donc PY baisse, la demande de X augmente. Donc, il varie dans le sens inverse. Dans ce cas-là, eh bien, X et PY sont complémentaires. Complémentaires, bien sûr, lorsque l'élasticité est négative. Voilà un petit peu le lien qui existe entre le signe de l'élasticité et la nature de la relation qui existe entre les deux biens. Ce n'est pas la nature des biens, hein, attention. C'est la nature de la relation qui existe entre les deux biens.